Qui n'a pas rêvé de trouver dans sa maison un chef-d'œuvre insoupçonné, de découvrir dans sa cave ou dans son grenier un trésor caché? Cette histoire, c'est celle qu'a vécue Serge, ici, à Bayonne, dans le sud-ouest de la France. Et cette aventure, c'est celle que je vais vous raconter maintenant, mais vous allez voir que ce qui aurait dû être un conte de fées va s'avérer être un véritable cauchemar. Depuis de trop longues années, Serge se trouve face à un mur. Il ne parvient pas à faire authentifier une œuvre que la science semble pourtant attribuer au grand Alberto Giacometti. Pourtant, les preuves ne manquent pas, et le récit du vieil homme colle point par point aux découvertes scientifiques sur la statue. Malgré tous ces éléments, la fondation Giacometti ne veut pas entendre parler de la sculpture. Pot de terre contre pot de fer, le combat est usant, mais le vieux lion continue à se battre et à y croire. Même si finalement elle fait partie des meubles, donc elle était là sans être là, sans qu'on y accorde de l'attention particulière. J'ai souvenir de plusieurs tableaux, outre la sculpture, enfin elle fait partie de l'ensemble de la décoration de la maison depuis toujours. Cette sculpture est à partir du décès de Madeleine, cette sculpture qui faisait très peur à ma petite sœur, puisque quand elle nous embêtait beaucoup, on demandait à Madeleine d'aller chercher la sculpture sur sa cheminée et de l'amener dans la salle. Et là, elle pleurait, ma petite sœur Monique, parce qu'elle avait peur de cette sculpture. La sculpture a trouvé sa place sur la cheminée. À tel point que lorsque nous nous disputions quelquefois avec mon épouse au sujet de ces sculptures, parce qu'il fallait toujours les pousser, elle me disait, tu vas voir, à ce jour, je vais la prendre, elle ne sera pas sur la cheminée, mais dans la cheminée. Et voilà ce qu'on faisait de cette sculpture. Mais Serge ne souhaite pas s'en séparer. Au fond de lui, il sent que la statuette n'est pas ordinaire. Un jour, en lisant le journal, un article va bouleverser la vie de Serge. Tout le monde l'appelait Monsieur Albert. Et ça m'a fait tilt parce que ma tante me parlait toujours de Monsieur Albert. Ma mère me parlait de Monsieur Albert. Quand elle m'a dit « prends la sculpture de Monsieur Albert », elle savait que c'était à Monsieur Albert. Mais elle ne reliait pas Monsieur Albert à Alberto Giacometti, personne chez moi. Cet article devient le point de départ d'une intime conviction. Et si le Monsieur Albert de tante Madeleine était bien Alberto Giacometti ? Pour expliquer la présence de cette sculpture dans la famille de Serge, il faut se replonger un siècle en arrière. Né en 1901 dans la ville de Stampa, Alberto Giacometti grandit en Suisse dans une famille d'artistes. C'est à l'âge de 21 ans qu'il arrive à Paris. À cette époque, le jeune homme est bien loin de la célébrité. Il est élève de l'Académie de la Grande Chaumière où il perfectionne ses techniques aux côtés du sculpteur Antoine Bourdelle. Le soir, il fréquente les cafés. C'est dans l'un de ces bars de la place des Ternes qu'il rencontre Madeleine, la grande-tante de Serge. Au début des années 1920, Madeleine est serveuse au café Velter. C'est ici, sur la place des Ternes, que leurs chemins se seraient croisés. Quelle était la nature de leur relation, nous ne le savons pas exactement. Toujours est-il que leur lien devait être suffisamment fort pour se retrouver immortalisé dans cette œuvre. À gauche, Alberto Giacometti, sa chevelure fournie et son menton proéminent. À droite, Madeleine, dont la comparaison avec les rares photos que l'on possède d'elle ne laisse que peu de doutes. Si ces modèles sont bien Alberto et Madeleine, qui a sculpté cette œuvre ? Est-elle bien l'œuvre du grand maître suisse ?
La sculpture mesure 36,5 cm. Elle est réalisée en bois, plus précisément en cèpe de vigne. Elle est constituée de multiples microsculptures, toutes assemblées pour former une œuvre globale. Une technique propre au sculpteur Antoine Bourdelle, auprès de qui Alberto Giacometti était élève. Sur cette technique, nous reviendrons plus tard car la science va nous apporter de précieux éclairages. Outre la ressemblance des personnages, l'autre élément troublant est la signature figurant sous le socle de la statuette. Durant toutes ces années, elle n'était pas visible. Dès lors qu'un expert a vu l'œuvre, il conseilla à son propriétaire de lui faire un petit nettoyage. Doucement, tu vas prendre de l'eau bouillante avec une brosse à dents souple et un savon de Marseille. Donc tu trempes la brosse à dents dans l'eau hyper chaude et un peu de savon et tu brosses au niveau de la... Et quand tu as brossé un peu, toujours, tu n'insistes pas, tu brosses et tu jettes un peu d'eau bouillante dessus pour que ça se lave et tu t'arrêtes là. C'est ce que j'ai fait en rentrant chez moi. Et j'ai eu la surprise de voir que on ne voyait rien. Le A avait disparu, tout avait disparu. J'étais très surpris et très déçu. Je ne savais pas quel était le restant de la signature, mais j'étais très déçu. Et je l'ai donc mis de côté, je l'ai laissé sécher. Et le lendemain matin, la signature est apparue. Parce que le bois avait séché, parce que le bois qui n'avait pas eu d'eau depuis 100 ans, il avait gonflé à une vitesse extrêmement rapide avec l'eau bouillante, à ma grande surprise, et ça avait bouché toute la signature. Et le lendemain, cette signature était très visible, et c'est là où on a commencé à faire les photos, qui ensuite, on a pu les faire agrandir, et donc c'est comme ça que cette signature a été découverte en fait. Le G, le double T, les lettres sont bien visibles et laissent peu de doute sur le nom inscrit. Pour autant, est-ce bien Alberto Giacometti qui a laissé son autographe? Les histoires de faussaires sont légion dans le monde de l'art, en particulier dans l'œuvre de Giacometti, où de nombreuses pièces vendues sur le marché se sont avérées fausses. Ceci explique le scepticisme et donc l'extrême prudence de la Fondation Giacometti. Néanmoins, un faux de cette nature n'aurait pas vraiment de sens. Car premièrement, l'œuvre n'est pas dans le style connu de l'artiste, et car deuxièmement, personne n'a jamais souhaité la vendre. Alors pourquoi faire un faux si ce n'est pas pour gagner de l'argent frauduleusement? Pendant plus de 15 ans, j'ai proposé, entre autres, à 2 ministres de la Culture, Mme Françoise Nyssen et Mme Roselyne Bachelot, d'offrir gratuitement cette sculpture à un musée français. J'attends encore, ne serait-ce que par courtoisie, une réponse à ma proposition. Si la pièce ne ressemble en rien à l'homme qui marche, elle est pourtant très proche du style des premières années. Nous serions donc en présence d'une première œuvre parisienne du maître, qui plus est, la seule où il se représente lui-même. Car si l'on retrouve de nombreux portraits dessinés et peints, aucune sculpture autoportrait n'existe aujourd'hui dans le catalogue officiel de l'artiste. Pour faire reconnaître une œuvre comme étant de la main de l'artiste, il faut la faire authentifier. Et pour une pièce comme celle-ci, il n'y a pas de multiples possibilités. Naturellement, Serge s'est tourné vers la fondation. Naïf, il pensait que son œuvre serait enfin reconnue à sa juste valeur. C'est la douche froide. L'authenticité est écartée d'un revers de manche par une lettre laconique à la cinglante phrase « Rien ne permet d'attribuer ». La ressemblance, le style et la signature ne suffisent pas à la fondation pour reconnaître cette œuvre. En 20 années de recherche, je n'ai jamais été approché par la Fondation Giacometti de Paris. Sa directrice, Mme Catherine Grenier, a tout fait pour saccager mon travail et mes recherches. Après le choc, Serge décide de ne pas se laisser abattre et de poursuivre le combat. Cette fois-ci, c'est vers un autre domaine qu'il va se tourner, celui de la science. Pour dater l'œuvre, la sculpture va passer au crible du carbone 14. L'analyse est effectuée par le laboratoire CIRAB. Elle a abouti à une conclusion confirmant la thèse de l'authenticité. Le bois ayant servi à cette sculpture aurait été abattu entre 1810 et 1925.
Le résultat est donc compatible avec l'attribution présumée. Pour avancer dans la démonstration, la science va nous donner de précieux arguments. La première démarche va conduire la statue sous les rayons X. Pour cela, Serge va demander un petit service à son dentiste. Dans le cabinet de son dentiste, Serge apporte l'œuvre ainsi scrutée par la machine. Ce qui se révèle sur l'écran est à peine croyable. Plus d'une centaine de clous constituent l'ossature de la sculpture. Un jour, je vois qu'il y a des clous qui dépassent. Et comme j'avais rendez-vous chez mon dentiste, j'ai dit tiens, je vais lui emmener ma sculpture et puis je vais lui demander, puisqu'il me casse toujours les pieds à me chercher ce que j'ai, je vais lui demander de faire la même chose avec la sculpture. Et donc c'est là où il a regardé avec son appareil, et c'est là qu'il m'a dit mais attends, il n'y a pas un clou, il n'y a pas deux clous, il y a plein de clous. Cette technique est utilisée par Giacometti dans son travail. Il constituait d'abord le squelette de ses pièces avant de leur donner chair avec divers matériaux. Pour aller plus loin, Serge décide d'apporter son œuvre au laboratoire LAE, ici à Bordeaux. À sa tête, Béatrice Seperski possède une double compétence, scientifique et artistique. Cette dernière va passer la statue au crible, examinant le moindre de ses détails, à commencer par les fameux clous en son sein. Une tomographie fera apparaître qu'il y a environ 180 clous. Se référant à des manuels de menuiserie du début XXe siècle, elle constate que les clous présents dans la sculpture sont ceux qui étaient couramment utilisés à la même époque, entre 1920 et 1930. Une des spécialités de Béatrice Seperski est la dendrochronologie. Mais au-delà du bois, elle se penche plus particulièrement sur l'amalgame qui a permis de combler les trous et de sceller toutes les parties de la sculpture entre elles. Dans ce composé figure du blanc titane, dont l'utilisation serait apparue en 1923. En outre, elle démontre que cet amalgame est contemporain à la sculpture et non ajouté a posteriori. Par conséquent, la statue ici présente serait bien datée de 1923. Par ailleurs, parmi toutes les analyses ressort aussi la signature gravée sous la pièce qui serait contemporaine de l'œuvre. Le visage, la signature et les dates correspondent. Mais est-ce pour autant Giacometti qui a sculpté cette pièce ? De ses premiers temps à Paris, on ne sait pas grand-chose. Néanmoins, plusieurs ouvrages mentionnent dans leur page que le futur artiste star était appelé Monsieur Albert dans le tout Paris des cafés et de la nuit. Et si le Monsieur Albert de Tante Madeleine était en réalité Alberto Giacometti ? Qui à part lui aurait pu réaliser une telle œuvre ? Cette œuvre est exceptionnelle, car elle date des premières heures de Giacometti. Inconnue, cette pièce ne figure dans aucun catalogue ni aucune archive. De plus, c'est la seule où Alberto s'est sculpté lui-même. S'il a réalisé de nombreux autoportraits en dessin et en peinture, pas un seul n'est connu en sculpture jusqu'à présent. Si ce faisceau d'éléments nous pousse à penser qu'il s'agit bien d'une œuvre d'Alberto Giacometti, nous n'avons cependant pas la preuve irréfutable qu'elle soit de sa main. Et si la preuve irréfutable était dans l'ADN ? Et si l'œuvre détenait en elle la vérité incontestable ? Pour le savoir, un fragment de la statuette a été envoyé au laboratoire grec des analogies, dirigé par le docteur Giorgio Fisialo, spécialisé en ADN et génétique. Ce laboratoire est un expert auprès de la Cour pénale infernale de la Haye. Les études font faire ressortir en son sein, au cœur même de la sculpture, une séquence d'ADN mitochondriale. Est-ce celui de Alberto Giacometti ? Depuis que le laboratoire de DNA-logie d'Athènes nous a remis la signature ADN de l'artiste, en juillet 2020, la Fondation, informée par remise du rapport d'expertise par l'huissier, se refuse à tout commentaire et refuse de comparer ce résultat avec l'ADN d'Alberto Giacometti. Pour cela, il faudrait pouvoir comparer avec d'autres traces d'ADN que l'on pourrait trouver sur d'autres œuvres attribuées au sculpteur. Informée de cette découverte, la Fondation ne daigne pas répondre. Pour sortir de cette impasse, la solution doit venir d'ailleurs. Passionnés d'art du monde entier, aidez-nous à découvrir la vérité, afin que l'on sache enfin si cette œuvre est bien de la main d'Alberto Giacometti.